Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast de The Free Agent. Comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité des 4 ligues majeures américaines, la NBA, la NHL, la NFL et la MLB, et surtout la MLB avec le début de la saison régulière ce jeudi. On aura quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus. Pour tout ça, eh bien, j'accueille mes trois spécialistes. Salut Damien, comment tu vas? Salut Charles, ça va? Salut à tous. Jordan pour la NHL, salut Jordan. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et on passera le fait qu'il vient nous dire qu'il était torse nu devant la caméra et en train de manger. Salut Mika. Salut Charles, salut à tous. Dommage que le podcast ne soit pas encore en vidéo, mais peut-être que ça changera dans les semaines On y viendra. On dit ça comme ça. Alors on va commencer tout de suite avec la NBA. Jeudi dernier, c'était la trade deadline, c'était la date limite pour signer et faire des échanges entre les différentes franchises en vue des playoffs et de la fin de la saison régulière. Il y a eu du mouvement jeudi, ça a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue aux alentours de 15h heure française, où on a eu pas mal de mouvements avec notamment Evan Fournier qui est parti d'Orlando, où Orlando, on va dire que c'est un petit peu le grand ménage de printemps qui a eu lieu. Fournier est parti, Vucevic est parti, Gordon est parti. Donc Fournier est parti aux Celtics, rejoindre la franchise de Boston pour donner un petit peu de profondeur, notamment sur le banc, parce qu'ils en avaient besoin. Et puis au final, ça a été assez calme sur la fin de soirée. Ça s'est terminé à 20h heure française. On pensait avoir du Kyle Lowry qui allait partir. On pensait avoir des gros mouvements. Au final, on a eu des petits mouvements, mais quand même des mouvements assez sympas. Et on a identifié pour vous 2 vainqueurs de cette trade deadline. Les premiers, c'est Chicago. Et pour nous, c'est vraiment les grands vainqueurs. Pourquoi Chicago? Parce qu'ils ont signé Nikola Vucevic de Orlando, toujours forcément avec le grand ménage. C'est un super shooter. C'est un shooter dynamique. C'est sans doute l'un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA actuelle. C'est l'un des meilleurs en tête de raquette au shoot. Il tourne à 39% en tête de raquette. Il est aussi bon que Kevin Durant, du coup, sur cette statistique-là. Il va vraiment apporter quelque chose à la franchise de Chicago. Il va constituer avec Zach LaVine et Lauri Markkanen un très bon Big Three. Je pense qu'il sera super intéressant à regarder. Chicago a frappé fort. Le front office avait dit de toute façon en début de saison qu'ils n'étaient pas là pour perdre de temps et l'objectif c'était les playoffs. Et clairement, avec cette signature de Vucevic, c'est vraiment l'objectif playoff et de ne pas faire seulement que de la figuration pendant ces playoffs. Ils sont pas très très loin au classement, donc ils vont avec Vucevic dans les rangs, je pense qu'ils vont pouvoir faire un vrai run là sur la fin de saison pour aller chercher une place peut-être directement en playoff, on sait jamais, mais au pire ce sera via le play-in et ils seront vraiment difficiles à battre dans le play-in. La deuxième équipe qu'on a identifiée comme grand vainqueur de cette trade deadline, c'est Denver. Denver, ils ont signé Aaron Gordon, toujours d'Orlando. Il y a un vrai poste 4, enfin, du côté de Denver. Ils vont vraiment pouvoir soulager que ce soit Nikola Jokic et Jamal Murray. Donc, ils vont vraiment former un gros Big Three. Il a fait ses débuts hier avec Denver. Ça s'est plutôt très très bien passé. Il a même déclaré dans la presse que du coup Denver maintenant était quasiment inarrêtable pour la fin de saison. C'est vraiment une bonne addition parce que ils ont fait partir du coup un Gary Harris qui était blessé, qui n'était clairement plus au niveau depuis la bulle l'année dernière. Ils viennent de se repositionner. Ils étaient parmi les favoris, mais
La saison régulière avait été un petit peu en dents de scie. Ils n'arrivaient pas à enchaîner les bonnes prestations. Là, depuis quelques temps, c'est mieux. Et là, je pense qu'avec Aaron Gordon, clairement, ils viennent de, ils viennent de faire un grand pas en avant vers de nouveau peut-être un très bon run pendant les playoffs de cette saison. Mais ça, c'était jeudi soir. Donc jeudi soir, c'était terminé. Et pourtant, et depuis ce week-end notamment, on a deux franchises qui ont frappé un très 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 grand coup et qui se sont vraiment renforcées. On les avait un peu considérées comme pas perdantes, mais l'une d'entre elles était perdante. C'était les Nets et les Lakers. Damien, Lamarcus Aldridge et André Drummond, là, ça fait du beau monde, et surtout chez les Nets qui viennent de se constituer une super team en l'espace de quelques semaines. Ouais, c'est clair, c'est vraiment, vraiment très solide. Deux grosses signatures des deux équipes. On sent vraiment bien le gros duel à distance, d'ailleurs, entre les deux. Je trouve que c'est assez intéressant à voir. Chacune a eu sa grosse signature de la free agency, avec Lamarcus Aldridge pour les Nets, qui va venir renforcer un petit peu cette équipe remplie de joueurs sélectionnés au All-Star Game, vraiment de joueurs plein d'expérience. Donc il arrive pour apporter son expérience à cette équipe de Brooklyn, pour apporter son expérience des playoffs, qu'il a connu plusieurs fois avec Portland, avec San Antonio. Il arrive aussi, c'est peut-être pas son point fort, mais tout de même, pour renforcer la raquette de Brooklyn avec Blake Griffin. Donc on a deux grosses recrues à l'intérieur, avec qui sont en plus des joueurs qui sont intéressants, plus vraiment en tant que rebondeurs pur et dur, mais que ce sont vraiment des joueurs qui savent étendre et tirer la raquette, qui donnent vraiment d'énormes possibilités en fait au jeu des Nets. Et voilà pour les Nets. Et surtout, il va falloir penser cette équipe. Vraiment, je pense qu'on a un très beau duo qui nous attend avec deux anciens joueurs de l'Université du Texas, les Longhorns, qui sont Kevin Durant et Lamarcus Aldridge. Je pense que c'est un duo qui va très bien fonctionner ensemble, autant pour étirer la raquette, pour avoir de la présence à l'intérieur. Je pense que Aldridge va libérer énormément Durant de ce rôle-là, de ce rôle de 4 en fait qu'Aldridge va occuper. Il va occuper, on sait, normalement c'est pour jouer pivot, mais c'est plus, il va vraiment libérer de l'espace à Durant. Il va aussi libérer du temps de jeu à Durant. Il va mettre un peu moins de pression sur Durant à ce poste-là. Et donc ça c'est vraiment très intéressant, je pense, pour les Nets. Je pense que les Nets ont en tête une chose avant d'aller affronter les Lakers, avant qu'on passe à André Drummond, pour qui il y a peut-être encore plus de choses à dire que pour Lamarcus Aldridge. C'est l'affrontement contre Philadelphie. Je pense ils ont ça en tête très très fort. Et le duel, la question comment gérer, comment contenir Joel Embiid. Voilà. Et donc pour eux, la trade deadline, c'était absolument le moment pour trouver la réponse à cette question, parce que c'est la question brûlante, si je puis dire, de cette conférence Est. C'est la question, c'est ce qui va se passer. Ça va se passer. Voilà. S'ils veulent aller en finale, il va falloir battre les Sixers et il va falloir trouver une solution à Joel Embiid, qui est partout, qui est très bon à l'intérieur, mais qui est aussi un joueur qui étire énormément la raquette. Donc avoir ces deux options-là, Lamarcus Aldridge et Blake Griffin, vont leur permettre justement d'associer les deux et d'essayer de trouver une réponse à Joel Embiid. Ouais, je pense que tu l'as bien résumé. Ils ont cette finale de conférence en tête face aux Sixers, et même juste avant, on peut parler d'une demi-finale dans l'idée où les Bucks finissent troisième de la conférence, ce qui est le cas actuellement. Ça veut dire une demi-finale entre les Nets et les Bucks, et il va falloir aussi stopper Giannis. Donc oui, bonne signature. Dans le sens où, à mon avis, ils ont amené la profondeur qui leur manquait, mais qu'ils avaient perdu avec le trade de Harden, puisqu'ils avaient quand même lâché un bon paquet de joueurs. Ils amènent de la présence dans le secteur intérieur, ça, super. C'est sûr que ça sera peut-être un petit peu mieux que DeAndre Jordan. Mais voilà, Mickaël, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, bah après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. Je pense que là, ils ont amené un joueur important, intéressant, qui va permettre de faire un peu tourner aussi le roster. Mais il y a une chose sur laquelle je reste quand même un peu sceptique, et ça, c'est plus l'histoire qui nous l'a montré. C'est qu'en général, quand même, les équipes qui montent ce genre de super team gagnent pas toujours. Et souvent, ils ont même été pris un peu à revers. Donc,
Je rejoins ce qui a été dit sur les Sixers. Je pense que ça va être compliqué pour les Nets de battre les Sixers, surtout en playoff et surtout avec un Embiid qui a l'air un peu inarrêtable cette année. Donc je mets quand même un peu un petit bémol là-dessus. Je reste quand même méfiant pour les Nets face à une équipe comme les Sixers. Damien. Ouais, je suis assez d'accord avec Michael, surtout que la signature d'Aldridge est vraiment très intéressante, voilà, dans la mesure où elle va offrir beaucoup de profondeur, elle va offrir de l'expérience, elle va offrir aussi beaucoup de possibilités offensives dans une équipe qui en a déjà 1 million. Mais c'est pas non plus là, c'est pas non, comme tu disais, ils ont perdu beaucoup de joueurs avec la trade de James Harden, dont Jarrett Allen, qui était vraiment ce pivot pur et dur. C'est pas le cas du tout de la Marcus Aldridge, c'est moins un pivot pur et dur que DeAndre Jordan, voilà. Donc voilà, ils perdent un petit peu de ça. Ils gagnent d'un côté un joueur qui va vraiment étirer la raquette et qui va donner plein de possibilités. Et je pense que ça va être leur force. Ils vont être vraiment difficiles à arrêter, parce que certes, Joel Embiid est exceptionnel, mais en face, ça va de tous les côtés, à tous les postes. Pour les Nets, ils peuvent leur mettre le feu, je veux dire. Donc ça va être vraiment très difficile. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même globalement une bonne signature. Maintenant, je suis assez d'accord avec Michael, c'est quand même beaucoup d'ajouts, beaucoup de pièces racolées comme ça, avec des joueurs qui sont pas non plus au sommet de leur forme. Je pense en particulier à Blake Griffin, qui est vraiment, qui plus non plus, c'est ce monstre de l'intérieur, qui sort des posters, des trucs terribles. Mais quand même, c'est un très bon tireur à 3 points, ça reste à l'intérieur. C'est un joueur qui peut casser les lignes, les étendre, et en ce sens-là, c'est intéressant. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers les Lakers, qui sont, on sent comme je dis, ce gros duel à distance, les Lakers qui veulent continuer de dominer cette conférence Ouest, surtout qu'ils ont un gros challenge avec les Jazz et leur intérieur Rudy Gobert, qu'on adore, il faut lui dire, vu qu'il a dit qu'on lui disait pas assez notre amour. Alors à chaque fois que je vais parler de Rudy Gobert, maintenant je vais dire Rudy Gobert, je t'adore, on est fan de toi. Mais voilà, donc André Drummond, par contre, je trouve que pour moi, c'est la signature de cette free agency entre les deux grosses équipes, que sont les Nets et les Lakers. Il apporte vraiment ce qui manquait aux Lakers de cette année pour essayer de refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière. Parce qu'ils ont perdu Dwight Howard, ils ont perdu Jamal McGee, et il manquait cette présence, cette espèce de gros pivot, c'est vraiment cette présence, cette tour de contrôle dans la raquette, que ne sont pas vraiment Montrezl Harrell, que ne sont pas vraiment qui est un peu moins quand même Marc Gasol. Voilà, Marc Gasol a 36 ans, je le voyais pas assumer ce rôle-là, en tout cas pas en finale, en tout cas pas en play-off. Dans une rotation, c'est très bien, mais pas en tant que titulaire comme il l'était, et il a fait de très bonnes choses, je pense notamment au poste, en pick and roll, tout ça, mais voilà, là avec Drummond, il passe à un autre niveau, à une autre gamme. Maintenant, André Drummond, c'est pareil. C'est un joueur qui est un petit peu, qui arrive en posant pas mal de questions. Il est à 17,5 points, 13,5 rebonds cette saison. Donc, c'est bien. C'est dans ses moyennes. Par contre, il affiche 48,4% au tir de réussite. C'est son pire ratio en carrière. Donc, en ce sens-là, on pourrait le voir comme un problème, mais je ne crois pas que c'en est un. Parce que André Drummond ne va pas avoir le même rôle qu'il avait à Cleveland ou à Détroit, à Los Angeles. À Cleveland et à Détroit, c'était tout passait par lui. C'était le joueur numéro 1 de cette équipe, le joueur à l'intérieur, et on va pas lui demander ça à Los Angeles. On va lui en demander beaucoup moins. Il va devoir être présent dans la raquette, présent au rebond. Il leur manquait énormément de force au rebond défensif, offensif pour relancer les choses. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Voilà. On lui demandera pas d'être dans la raquette, d'organiser les choses et tout ça. Et même là, encore une fois, Drummond va apporter des choses aussi assez intéressantes. C'est un joueur qui a plutôt une bonne vision du jeu et qui va être bien capable, je pense, de distribuer le ballon aux joueurs autour de lui. En plus, là, il arrive dans une équipe des Lakers qui souffre parce qu'elle n'a pas son Anthony Davis, qui est normalement le patron de la raquette, qui n'a pas non plus LeBron, qui est quand même pareil un joueur qui est très présent physiquement dans le jeu des Lakers. Mais quand ces trois joueurs vont revenir ensemble, je trouve que cette équipe des Lakers, elle sera vraiment très intéressante comme ça, parce qu'on aura
un Big Three vraiment très physique, très impressionnant. L'intérieur, Anthony Davis, André Drummond, franchement, bon courage. Hein. Bon courage à ceux qui vont devoir faire face à ça parce que ça va être très très dur, très très lourd. Et c'est un gros coup de la part de Los Angeles et ça montre leur volonté de continuer à essayer d'avoir ce titre cette année encore. Et surtout dans une conférence Ouest qui est vraiment très difficile, il leur fallait ce joueur-là, cette présence physique qui va venir un petit peu pallier au départ de Dwight Howard et de Jamal McGee. Et je pense que c'est ce qu'ils ont. Et en plus, c'est pas non plus un trop gros risque parce que ils le prennent pour une saison, ils le prennent. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Leur équipe, elle tournait déjà plutôt pas mal avec Gasol et Harrell et Markieff Morris, voilà. Donc c'est pas non plus un gros risque. Donc pour moi c'est une signature parfaite pour les Lakers. Je te rejoins complètement. Ils essayent de ménager un petit peu les attentes pendant l'absence de Davis et de LeBron James. Et oui, la signature de Drummond va vraiment les aider d'un point de vue intérieur. Et oui, il n'aura pas le même rôle, ça c'est sûr et certain. Et son pourcentage au shoot je pense, va monter en flèche parce qu'il va recevoir des ballons de la part de Schroeder, de la part de LeBron, de la part d'Anthony Davis. Et il va être très très près du cercle parce que à mon avis, c'est ce que Vogel va lui demander. Là, clairement, à pleine puissance, les Lakers là, vont être vraiment, vraiment très difficiles à arrêter parce que même si le collectif du Jazz est très, très bien huilé et qu'ils sont sans doute bien partis pour aller très, 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 très loin et pourquoi pas le titre, c'est pas déconnant non plus cette saison, il faudra passer par les Lakers à un moment donné. Alors, quand ça sera en fonction du classement et vu que ça change à peu près toutes les semaines dans la conférence Ouest. Ouais, ça peut être en finale de conférence comme ça peut être en demi. Donc ça peut être différent. Si tu prends les Lakers puis les Clippers d'un seul coup, ça risque d'être le chemin va être long. Mais très bonne signature. Et là encore, on fustige les super teams, mais en même temps, ils ont le salary cap nécessaire nécessaire. Ils ont le salary cap pour accueillir ce genre de joueurs et est-ce que ça va fonctionner? Michael l'a dit. Peut-être. Si ça fonctionne pas, comme on parlait des Nets tout à l'heure, si ça fonctionne pas, ils vont se faire taper dessus très 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 rapidement. Si les Lakers ça fonctionne pas, ça sera peut-être à un degré moindre que les Nets à mon avis. Michael? Bah écoute, moi je voulais justement dire un mot sur ces super teams. Moi, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est un peu dommage en fait qu'il y ait ces deux super teams qui se soient montés comme ça, dans le sens où aujourd'hui déjà on en arrive au débat de savoir finalement est-ce que c'est pas les deux qu'on va retrouver en finale et puis qui va l'emporter entre les Lakers et les Nets, parce que c'est quand même difficile de dégager des équipes à part les Sixers à l'Est. C'est difficile de dégager des équipes qui pourraient aller les concurrencer s'ils sont à pleine puissance, sans blessés, etc. Et franchement, ouais, je trouve que c'est dommage. Je trouve que on se retrouve maintenant avec alors c'est la NBA d'aujourd'hui, mais avec ces équipes qui se montent avec trois superstars, voire même 4 ou 5 quand ils peuvent. Et je trouve que ça enlève un peu le côté, déjà le côté compétition, forcément, parce que tu te retrouves avec des franchises assez affaiblies de l'autre côté. Et moi, j'ai connu la NBA où tu avais des joueurs qui restaient 10 ans dans leur équipe. Enfin, moi, j'ai connu la NBA vraiment avec Iverson. Donc, forcément, tu t'identifiais et aux joueurs et au club. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup moins ce sentiment quand je vois des Harden, des Durant, même un LeBron qui a déjà fait trois équipes. Je trouve qu'on perd un peu le côté justement identification, identité de la NBA avec ces super équipes. Effectivement, c'est vrai que Est-ce que c'est dommageable? Je sais pas, parce que pour un rayonnement international, ça peut contribuer à attirer des nouveaux fans, parce que c'est un regroupement de stars et généralement les gens aiment bien quand il y a des regroupements de stars. Faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après il y a ce sentiment un peu d'essoufflement et de dire bon c'est bon maintenant vous avez suffisamment gagné, on arrête. Ça s'est vu avec les Warriors notamment. Mais
Je sais pas, l'avenir nous le dira. Hein. Ça se trouve, c'est les Suns qui vont gagner au final, et puis tout le monde dira bon, bah, voilà, vous voyez bien les super teams, ça sert à rien. Il faut 2-3 bons joueurs, et puis après, et il faut un collectif surtout. Et puis après, ça fonctionne. Jordan, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, bah en fait, moi, concernant les super teams, enfin, j'ai toujours suivi le basket d'un peu loin, mais enfin, j'ai l'impression que c'est pas une nouveauté. Enfin, je sais que je suis un peu plus jeune que toi, Michael, mais moi, quand j'ai commencé à suivre le basket, c'était la période de, comment dire, de LeBron au Heat. Et bah, c'était déjà les prémices de ça, en fait. D'un côté, tu avais Miami, de l'autre, tu avais les Spurs. Après, tu as eu Cleveland contre Golden State. Et en fait, enfin, moi, tel que en tout cas, je vois le basket, j'ai toujours eu l'impression que tu avais effectivement une grosse équipe par conférence qui concentrait 3 ou 4 stars et qui allait gagner. Et ces équipes se retrouvaient 2, 3 ans de suite, puis après, ça changeait. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, parce que alors le salary cap essaye d'un peu de régler ça, mais il y a aussi qu'à un moment donné, tu préfères aller travailler à New York que travailler à Salt Lake City, tu vois. Et ce qui est le cas pour un boulot normal, c'est aussi le cas pour un basketteur. Et enfin, tu as des équipes qui effectivement, de par leur localisation, de par leur, je dirais leur aura, parce que bah, enfin, moi, je comprends aujourd'hui un joueur qui veut aller porter le maillot des Lakers une fois dans sa carrière parce que bah, il a probablement grandi en étant fan de Kobe ou en étant fan de Johnson, de Magic Johnson ou whatever. Et que bah, en fait, forcément, c'est vrai que ces villes, enfin, ces franchises ont un avantage intrinsèque lié à leur ville, lié parfois aussi à leur, je dirais, à leur histoire, et que bah, ça, tu peux malheureusement rien y faire. Enfin, tu le retrouves dans le soccer, tu le retrouves dans le baseball, tu le retrouves dans le football américain, et je dirais, c'est, enfin, bah, effectivement, oui, il y a des franchises, enfin, pour les petits marchés, c'est malheureusement toujours plus dur d'attirer des joueurs, c'est toujours plus dur de monter des super teams et tout ça. Et surtout, en fait, je trouve que c'est l'âme du Pardon. basket pour moi, les super teams. Après, est-ce que là, je te laisserai la parole ensuite pour que tu puisses rebondir, Mickaël, mais les Bulls de Jordan, c'était pas une super team aussi. Enfin, ils étaient quand même, ouais, voilà, ils étaient quand même super forts. Donc, et alors que Michael Jordan est le premier à critiquer aussi les super teams. Donc, alors, on s'écarte un petit peu du sujet du jour, mais c'est toujours super intéressant. On pourra, pourquoi pas en faire un dossier spécial, mais on en avait déjà parlé des super teams. Donc, oui. Oui, forcément, c'est plus. Moi, même Evan Fournier le dit quand il rejoint les Celtics, il le dit à Rémi Reverchon sur Bein, il lui dit c'est une franchise mythique. Donc, oui, j'étais bien à Orlando, j'ai passé des super années, le soleil, machin, tout ça, tout ce que tu veux, mais derrière, ça reste des compétiteurs et forcément, les franchises en tant que telles, t'en as certaines, et les Celtics, les Knicks, les Lakers. Voilà, il y en a certaines qui ont plus d'aura, même si elles perdent, même si elles ne sont pas forcément au sommet, elles vont attirer plus les joueurs bah, oui, qu'un Jazz ou qu'un OKC ou autre, quoi. Ouais, alors moi je suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Déjà pour commencer, moi je fais une vraie différence entre ce qu'on appelle les super teams, c'est-à-dire le Heat ou bah, là en l'occurrence les Nets ou les Lakers, et des équipes comme les Warriors, comme les Spurs, comme les Bulls. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que les Spurs, les Bulls ou les Warriors, si tu prends les joueurs qui ont constitué vraiment ces équipes-là, c'est des joueurs qui, pour la plupart, ont été draftés. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de scouting, d'aller trouver ces gars-là, comme Klay Thompson, comme Green, comme Tony Parker, comme Ginobili, ou comme Pippen. Quand tu vas chercher, enfin, quand les équipes vont chercher ces mecs-là, c'est vraiment parce qu'ils décèlent en eux un potentiel et qu'ils les ont fait grandir avec l'équipe. Ils ont vraiment tiré le maximum de ces joueurs-là. Je veux dire, quand Ginobili et Parker arrivent en NBA, personne ne s'est battu pour les avoir. C'était pas du tout Non, c'est des sûr. stars. Et donc, ils les ont pris, ils les ont fait grandir, ils les ont fait évoluer. Pour moi, c'est différent que, par exemple, ce qu'a fait le Heat. Ils avaient Wade et ils sont allés chercher Bosch et James et ils ont constitué une équipe en un été qui était compétitive pour le titre, un peu comme les Nets actuellement, un peu comme les Clippers ont fait. Pour moi, c'est vraiment deux philosophies très différentes. Et on parlait du marché attrayant, je suis d'accord, hein.
Mais quand Jordan va aux Bulls, les Bulls, c'est une équipe vraiment pourrie et où personne voulait jouer. Pour autant, il est resté, il a constitué, ils ont construit l'équipe autour de lui et ils ont fait après ce qu'on connaît. Je trouve que c'était en tout cas une autre démarche que justement de constituer des équipes avec 3-4 joueurs que tu vas chercher en free agency pour justement assembler tout ça d'un coup. C'est pas du tout la même démarche pour moi que le travail qui a été fait aux Spurs ou du côté des Warriors, parce que bon, Thompson et Green, quand ils sont arrivés, même Curry, on pensait pas que ça deviendrait le joueur qu'il a été, et pourtant, voilà, ils ont développé cette équipe, ce collectif, et pour moi, c'est pas du tout la même démarche. Damien, et puis on clôture la partie NBA pour enchaîner derrière. Ouais, je suis d'accord avec vos deux arguments. Et juste pour conclure, je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis, Michael, surtout avec l'inflation des choix de draft qui partent un petit peu dans tous les sens comme ça. On a l'impression que ça vaut plus grand-chose et c'est assez dur de s'en rendre compte. On voit on en parlera plus tard, mais voilà, des choix de draft qui partent, des équipes qui en ont des vingtaines, et puis on en donne sur 5, 6, 7, 8 ans, et puis on s'en fiche. C'est un petit peu inquiétant. Et pour finir, je voulais juste te dire que je me demande aussi, parce que là, voilà, les Lakers, c'est 30 ans de construction pour faire qu'on parle des Lakers et qu'un joueur ait envie d'aller aux Lakers. Voilà, il est mort il n'y a pas longtemps, Elgin Baylor, Magic Johnson, enfin bref, il y en a 100 000. Kobe Bryant. Pour les Bulls, voilà, Jordan, Pippen, Rodman. Pour les Celtics, Larry Bird, voilà. Mais je me demande si dans la nouvelle génération de joueurs, on va assister justement à un joueur qui va être capable de casser cette espèce d'écosystème qu'on connaît et créer une nouvelle franchise clé, une nouvelle franchise historique. Ça sera intéressant, et ça, c'est pas possible en fait si on n'a pas vraiment peut-être de joueurs qui sont draftés, qui s'identifient, comme tu disais, Michael, à leur équipe, à leur ville, et tout ça. Donc ça va être très intéressant pour la suite. Voilà, c'est tout. Non, mais sujet super intéressant, effectivement. Est-ce qu'on va assister à un espèce de retour où les joueurs draftés dans une franchise restent pour les 20 prochaines années, comme ce qui avait pu être fait auparavant, comme des Kobe, des Bird, des Magic, des Jordan, et on en passe et des meilleurs. Mais oui, c'est une évolution, et voilà. Après, je te dirais bien qu'il faut vivre avec son temps, et, et c'est ce que diraient certains, à mon avis. Donc à voir. Et puis on remet tout ça en perspective. On vient de passer la moitié de la saison. Il reste encore pas mal de matchs en saison régulière. Il peut se passer strictement n'importe quoi. Drummond peut se claquer au prochain match, et mettre à mal tout ce système-là. Et les Nets peuvent se faire sortir dès le premier tour par les Bulls, on ne sait pas. Enfin, il peut se passer absolument n'importe quoi. On l'a vu l'année dernière où personne n'avait misé un copec sur les Nuggets pour arriver ou même le Heat, pour arriver au niveau où ils sont arrivés. Mais c'est une autre histoire. Passons tout de suite à la NHL. On va parler de la division Ouest aujourd'hui, avec une division où, Jordan, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est un petit peu, c'est super équilibré. On a l'impression que tout est encore possible. Alors, entre le dernier de cette division, à savoir Anaheim, et Saint-Louis qui est quatrième, il y a seulement 10 points. Alors, en plus, ce week-end, Anaheim a gagné les deux confrontations face aux Blues, alors de manière complètement folle, avec un Gibson capable de miracles. Et puis hier soir, ils sont revenus ils étaient menés 2-0, ils ont finalement gagné 3-2 en prolongation. Mais du coup, est-ce que Vegas et Colorado, qui se sont aussi affrontés ce week-end, et c'était absolument fantastique, est-ce qu'ils sont aussi intouchables que ça dans cette division, Jordan? Alors, comment dire? Concernant Vegas et Colorado, je les vois pas, ne pas finir dans les 4 premiers. Après, la question qui va se poser les concernant, c'est est-ce qu'ils vont finir 1 et 2, ou alors est-ce qu'il y a par exemple le Wild, qui pourrait s'interposer entre les deux. Clairement, oui, c'est une possibilité parce que le Wild, ils sont qu'à 3 points de
de l'Avalanche, mais ils ont un match en retard. Donc s'ils le gagnent, ils repasseraient à 1 point. Et l'équipe pourrait très bien, en effet, par exemple, finir deuxième. Honnêtement, je les vois quand même pas finir, je dirais, premier. Enfin, ça me paraîtrait vraiment improbable qu'ils arrivent à dépasser à la fois Vegas et à la fois, à la fois Colorado. Ouais, sur la longueur, sachant parce que bon, alors certes, on a, comment dire, en fait, en réalité, il reste qu'une vingtaine de matchs à jouer, donc c'est pas non plus, comment dire. Oui, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Voilà, ça va aller très vite. 24 avril. Non, c'est le 9 mai, je crois, à la fin. Le 9 mai, ok. Ouais, donc il reste un peu plus d'un mois de compétition. Et surtout, bon, même si Vegas et Colorado vont peut-être perdre quelques matchs, ils vont pas non plus. Enfin, je vois pas le Wild faire un sans faute. Et bien, donc voilà, ça va me paraître un peu quand même un peu pas facile pour le Wild de finir premier. Donc, alors la question qui va se poser, c'est effectivement est-ce qu'ils vont pouvoir s'interposer entre les deux? Pourquoi pas? Maintenant, moi je trouve que ça n'a pas un grand changement, sachant que le deuxième et le troisième s'affrontent. Donc bon, Oui, que tu as juste une question d'avantage de terrain. Je crois que du coup, quand tu finis deuxième, tu joues une fois de plus. Enfin, chez toi, si jamais tu arrives en game 7, je crois. Mais bon, de toute façon, peu importe ce qui se passe, que ce soit Colorado ou Vegas, ce sera un très mauvais signal qu'ils envoient si jamais ils vont jusqu'au game 7 contre le Wild. Par contre, c'est derrière, du coup. La quatrième place, par contre, la quatrième place, du coup, est... Par contre, la quatrième place, là, c'est une autre histoire. Parce qu'en effet, tu le disais, alors Anaheim est à 10 points des Blues. Bon, très franchement, je pense que ça fait un peu trop pour eux. Oui, sachant qu'ils ont un match d'avance. Même si là, ils ont récupéré, effectivement, du coup, ils ont pris 3 points ils ont récupéré 3 points de retard donc sur les Blues en gagnant les 2 matchs. Et donc, tu le disais, alors le premier a été c'était une victoire incontestable des Ducks. Le deuxième, moi je trouve que c'est clairement Saint-Louis qui s'est tiré une balle dans le pied. Ouais, clairement. Il dominait complètement. En premier tiers-temps, ça a été un match à sens unique. Deuxième tiers-temps, les 10 premières minutes, c'était pareil. C'était encore une fois à sens unique. Et d'un coup, les Blues ont arrêté de jouer, on n'a pas compris. mais bon. Non, mais en revanche, il y a quand même en effet 4 équipes pour lesquelles, qui vont se disputer la 4e place. C'est les Blues qui sont 4e, les Coyotes qui sont à un seul point des Blues, les Kings et les Sharks. Alors sachant qu'en plus les Blues ont eu un calendrier un peu particulier parce qu'ils ont, à cause des cas de Covid, etc., ils ont dû enchaîner beaucoup les mêmes équipes, ce qui fait, je crois que là ils ont déjà joué 8 fois les Sharks et 7 fois les Coyotes, un truc comme ça. Et donc en fait, sur les 21 matchs qu'ils ont encore à jouer, il y en a 17 qui sont contre Vegas, Colorado et le Wild. Ah oui, donc bon. Donc ils ont qu'un point d'avance sur le Coyote. Ça sent pas très bon. Ouais. Attendez, c'est pas fini en plus. Parce que comment dire, ils ont qu'un point d'avance sur Arizona. Ils ont donc 17 matchs à jouer face aux 3 premiers. Leur attaque est catastrophique depuis quelques temps. C'est-à-dire que David Perron, c'est 1 but sur les 5 derniers matchs. Braden Chen, c'est 0. Jordan Kyrou est à 2 et Mike Hoffman est à 0. Et en plus, il est blessé. Oui. Donc le seul joueur qui s'en sort pas trop mal, c'est O'Reilly, leur capitaine, et Tarasenko qui revient. Mais Tarasenko, il a joué que 7 matchs cette saison, il revient de blessure. On l'a encore vu hier, il est pas à 100%. Et donc, en effet, comme je disais que ça allait être compliqué, parce que donc eux, offensivement, c'est le néant en ce moment, et donc là, ils s'apprêtent à jouer donc Colorado qui est la première défense et Vegas qui est la deuxième, et même le Wild, ça reste quand même la 6e défense de la ligue. Donc, vraiment pour le coup, compliqué pour leur attaque, quoi. Ouais, je leur souhaite bien du courage. D'autant plus que ils peuvent même pas compter sur les power play parce qu'ils sont 22e en power play. Leur penalty kill est horrible aussi, ils sont 26e sur 31. Et en ce moment, en effet, c'est à peu près 2 buts par match pour 3,5 encaissés. Bref, ça me paraît très compliqué pour les Blues. Je pense que si ils pourraient manquer les séries, ça serait, c'est assez c'est assez peu fréquent que les Blues manquent les séries pour le coup. C'est une équipe qui est très régulière, et là ça pourrait arriver. Donc moi, ceux que je vois le plus en bénéficier, c'est les Coyotes,
qui eux sont sur une bonne dynamique. Là, ils ont battu les Sharks 2 fois, sur les 2 derniers matchs. Ils sont à 3 victoires consécutives, je crois, ou 4. Mais enfin bref, ça se passe plutôt bien pour eux. Ouais, 3 victoires consécutives. Voilà, ça se passe plutôt bien pour eux. Alors le seul point qu'ils ont, c'est que leurs 2 gardiens, Darcy Kemper et Antti Raanta, sont blessés. Mais leur 3e gardien a l'air d'être relativement bon. Il a 92% d'arrêt et pour l'instant, ça tient. Et l'équipe dispose d'un bon penalty kill, donc bon, il ne devrait pas non plus avoir de problème en infériorité numérique. Voilà, donc pour eux, c'est plutôt pas mal, mais il faudra quand même faire attention aux Kings et aux Sharks. Alors là, les Kings, ils avaient beaucoup à jouer parce que, parce qu'ils auraient pu potentiellement revenir un peu dans cette division, mais ils ont perdu, j'ai envie de dire bêtement, face aux Sharks. Donc leurs 2 derniers matchs, c'était 2 défaites face aux Sharks. Là, ils n'ont pas joué depuis. Les Kings n'ont pas joué depuis le 25 mars, mais et là, leur prochain match, c'est ce soir face à Vegas. Golden Knights, ouais. Voilà, face aux Golden Knights. Ouais, mais ça reste quand même. Ils ont parmi les meilleures équipes spéciales de la ligue. C'est-à-dire qu'en penalty kill, ils sont 3e, en power play, ils sont 8e. Donc là-dessus, ils gèrent vraiment bien à la fois les phases d'avantage et les phases d'infériorité numérique. Ils ont 6 points de retard sur les Blues, mais ils ont 3 matchs en moins. Donc, s'ils gagnent tout, ils peuvent revenir à égalité. Je mets bien quand même la condition de s'ils gagnent tout. S'ils gagnent tout. Voilà. Non, et donc surtout, ce qui va être intéressant dans cette. Alors après, bon, ils ont la 18e attaque, la 15e défense. Moi, ce que je trouve un peu dommage chez les Kings, c'est que alors les vétérans font le job. Drew Doughty est présent, Anze Kopitar aussi, etc. Mais on attend plus des jeunes. Elias Anderson, ça a été il a signé à l'intersaison, ça a été c'est une catastrophe. Oli Mata malheureusement est blessé aussi pour eux, donc bon, ils ont ils ont pas forcément réussi une bonne intersaison, mais en tout cas les cadres de l'équipe, eux, répondent présents. Maintenant, on attend un peu plus des jeunes, même Keaton Byfield joue pas. Ça, c'est aussi un truc que je comprends pas trop, le management là-dessus, mais bon. On va dire qu'ils ont leur raison. Mais l'équipe peut en tout cas encore espérer. Et surtout, il y a 5 affrontements qui vont arriver, qui restent entre les Kings et Arizona, les Coyotes. Et donc là, clairement, ça va être la clé de la division, parce que si jamais une des 2 équipes arrive à avoir des très bons résultats face à l'autre, ça pourrait en tout cas décider de la 4e place, parce que moi je suis vraiment très inquiet pour les Blues et je ne les vois pas rester 4e encore très très longtemps. Effectivement, vu tout ce que tu nous as dépeint, ça va être super compliqué pour eux. Je pense que ça va être compliqué. Et alors, l'autre équipe aussi qui peut y croire, mais c'est pareil, c'est San Jose. San Jose, effectivement, donc les Sharks, effectivement, eux peuvent aussi espérer. Ils ont encore 4 affrontements face aux Kings, 4 affrontements face aux Coyotes. Mais bon, l'équipe apparaît quand même moins forte sur le long terme, hein, que les 2 autres, d'autant plus que eux, ils ont toujours un gros problème, c'est qu'ils ont donné un contrat de 11 millions. Alors je sais que par rapport à la NBA et à la NFL, ça paraît ridicule, mais en NHL, c'est énorme, 11 millions, à Karlsson, qui met pas un pied devant l'autre. Heureusement pour eux que Evander Kane et Logan Couture font le job, mais Evander Kane, il est sous une procédure de faillite et il a pas mal d'ennuis judiciaires, et on pourrait éventuellement, il y avait des rumeurs de rupture de contrat, etc. suite à ces problèmes de finances. Donc pareil, l'avenir des Sharks, c'est pas super clean non plus. Et puis là, surtout, ils ont fait 2 défaites face aux Coyotes, qui était un adversaire direct, et c'était pas vraiment réjouissant pour la suite des Sharks. Donc pas mal de choses, je pense, qui vont se passer dans les prochains jours, dans le prochain mois, du coup, pour cette 4e place. Le top 3 me paraît plus ou moins déjà défini. Alors après, peut-être que ça va bouger au sein du top 3 entre le Wild, entre Colorado, entre Vegas. Mais on aura en tout cas ces 3 équipes qui sont presque d'ores et déjà qualifiées si elles continuent sur le même rythme, et à moins je dirais vraiment d'une blessure incroyable d'un joueur.
d'un joueur 4 comme un Nathan McKinnon qui viendrait complètement, je dirais, chambouler toute la dynamique de l'Avalanche ou autre. Mais en tout cas, en effet, on a eu ce week-end, on a eu un bel affrontement entre Colorado et entre Vegas. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Moi, en tout cas, je l'ai regardé, c'était assez fou. Et clairement, ça donne en tout cas envie pour la suite des playoffs. Et je veux pas être, sans vouloir être condescendant avec, que ce soit les Coyotes, que ce soit les Blues, et leurs fans, mais malheureusement, j'ai presque envie de dire que de toute façon, on s'en fout un peu de qui va finir 4e parce que l'équipe qui tombera contre Vegas ou Colorado, elle va faire 4 matchs et puis partir. Très peu de chance. Non, ils ont dans le match de samedi, pour décrire un petit peu à ceux qui n'auraient pas vu, le match de samedi soir était. C'était une vraie passe d'armes, ça s'arrêtait jamais, c'était toujours en mouvement. Défensivement, c'était très bon. Donc Vegas a gagné 3-2 en overtime. 3-2 en overtime. Vraiment un match de playoff, un vrai très très bon match de playoff. Et oui, les deux ont montré samedi soir qu'ils étaient au-dessus de la mêlée et seront sans doute les deux finalistes, sauf, comme tu l'as dit, blessure importante dans le mois à venir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jordan, sur cette division ouest de la NHL ? Non, pas spécialement, juste que si jamais les Blues vont pas en playoff, je crois que ça fera seulement la 10e ou la 11e fois de leur histoire que ça n'est pas arrivé en plus de 50 ans. Donc ça aura quand même un côté historique et il faudra peut-être se poser des questions sur la suite des sur la suite des joueurs, parce que depuis 2000, leur titre en 2019, Tarasenko a été beaucoup blessé, Jordan Binnington est plus le gardien qu'il a été, Pietrangelo est parti et ça sent un peu la fin de cycle quand même du côté de Saint-Louis. Effectivement, donc, bon. ils ont quand même été champions il y a 2 ans, c'est ça qui est assez fou d'en arriver. Enfin, ils sont pas au point de Buffalo ou des Flyers, pour saluer un de nos fans sur les Flyers. Mais bon, voilà, c'est quand même pas dommageable, mais c'est vrai que ça fait partie des très bonnes équipes. On attendait en fait un Big Three avec du coup Colorado, Vegas et Saint-Louis. Et en fait, Saint-Louis est pas là et finalement c'est le Wild qui est en train un peu de prendre sa place et c'est vrai que c'est assez dommage parce qu'il y a quand même dans cet effectif quelques talents. Oui, effectivement. Merci Jordan pour la NHL. On enchaîne tout de suite avec la MLB. Alors, avant de parler un peu du sprint training, je voudrais juste remercier la Fédération française de baseball et de softball qui a publié un article sur les moyens de regarder la prochaine saison de MLB et de pouvoir s'intéresser à ce sport et à son actualité. Et on fait partie des sites et différentes chaînes de télé qui ont été citées. Donc je remercie notamment l'auteur qui est Gaëtan Alibert qui fait partie du site The Strikeout, que je vous recommande fortement si vous aimez le baseball. Après le nôtre, bien entendu. Et puis aussi les copains du podcast À coup sûr qui m'ont invité la semaine dernière à parler un petit peu de The Free Agent et de notre partenariat, je le rappelle, avec la MLB pour la saison à venir. Donc c'était plutôt sympa. C'est un podcast assez drôle. Ils se prennent pas la tête, ils se prennent pas au sérieux et le cocktail fonctionne super bien. Donc c'est bon, les remerciements, c'est fait. Je vais pouvoir aller encaisser mon chèque du coup auprès de la Fédé. C'est bon. Hop. Alors, Spring Training, il se termine ce soir. Les derniers matchs sont ce soir, avant une petite pause pour que chacun regagne ses quartiers avant le début de la saison régulière ce jeudi soir. Alors, quel bilan ? Alors, c'est une pré-saison, ça veut tout et rien dire. On met les astérisques habituel autour de ces pré-saisons, mais il y a quand même quelques
quelques petits éléments que j'aimerais souligner par rapport à cette pré-saison et qui vont sans doute avoir un impact sur la saison régulière. Donc on rappelle, cette année, on repart sur un format normal à 182 matchs. Donc une saison régulière tout à fait classique en MLB. Et le premier enseignement de ce spring training que j'ai noté, c'est les blessures. Il y a eu beaucoup de blessures, notamment du côté de New York et des Yankees, malheureusement assez habitués à avoir une infirmerie plutôt pleine. Et là, c'est quand même une blessure plutôt inquiétante, c'est celle de Luke Voit, qui s'est blessé pour les 4 prochaines semaines au minimum, avec une fracture du ménisque, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, l'infirmerie, les inquiétudes pour les Yankees, on les donne évidemment ultra favoris avec les Dodgers cette année pour aller remporter le 28e titre. Mais la principale interrogation, elle se situe là-dessus, elle se situe sur est-ce que le physique de ces Yankees va tenir. Et là, déjà, lors de la pré-saison, c'est Luke Voit. Alors, on n'attendait pas forcément lui en étant blessé, parce que chaque année, c'était Aaron Judge, c'était Giancarlo Stanton. Cette année, ils sont passés un peu au travers des mailles du filet. On espère que ça va continuer pour nos amis fans des Yankees. Mais voilà, premier enseignement, voilà, déjà cette blessure-là. Chez les Padres aussi, il y a quand même 3 blessés assez conséquents, avec Grisham, Lamet et Nola qui se sont blessés. Alors, il n'y a pas forcément de grosses précipitations du côté des Padres, tant l'effectif, que ce soit d'un point de vue de la rotation ou des joueurs de champ, est tellement fourni en qualité pour la saison, et on en reparlera, et ça sera notre dernier petit point, mais voilà, donc pas mal de blessures. Alors, est-ce que c'est du fait d'une saison aussi voilà, il y a eu que 60 matchs l'année dernière, donc les organismes vont devoir aussi se réadapter à un format classique, et ça va pas forcément être évident. L'inverse était plus simple, de jouer moins de matchs, on peut gérer les efforts d'une manière différente. Là, il va falloir se remettre dans un bain normal, une saison régulière normale. Donc voilà, peut-être que le sprint training est en train à montrer peut-être une tendance plus globale. On n'espère pas, bien entendu, pour le spectacle, mais que durant la saison régulière, il va falloir s'attendre à avoir des blessés majeurs assez régulièrement. Le deuxième point que moi je trouve important, c'est un retour de blessés, justement. C'est un retour de blessure, et c'est celui de Shohei Ohtani, le lanceur-frappeur des Angels, et les Angels de manière générale, qui ont une espèce de hype autour d'eux, un peu comme les Padres avaient eu l'année dernière. Ohtani est revenu, il s'était blessé à l'épaule l'année dernière, il avait lancé je crois juste un match, et encore il avait fait que quelques manches. Et là, petit à petit, moi j'ai suivi un petit peu ses différentes conférences de presse, etc. Et la question qui revenait souvent, c'était ça, c'était comment va votre épaule, comment vous vous sentez. Et au fur et à mesure, on sentait que ça allait de mieux en mieux. Il a commencé par lancer pas loin des 100 miles à l'heure, et puis au final, il a réussi à lancer au-delà des 100 miles à l'heure. Il a claqué quelques home runs aussi du côté frappeur. Donc là aussi, les Angels en auront besoin. Ils auront besoin d'un Mike Trout niveau MVP, comme ils en avaient besoin chaque année, pour enfin retrouver les playoffs. Et là, si en plus Shohei Ohtani est à la fois bon sur le monticule et à la batte, et en tant que joueur de champ, il y a de bonnes chances que cette hype se confirme du côté des Angels. Et je pense à un Chris Gogno de Beansport qui les a mis vainqueurs de leur division cette saison, et peut-être qu'il aura peut-être vu les choses avant tout le monde. Et puis troisièmement, c'est un peu ce vent de révolution qui est en train de souffler sur la MLB, avec alors oui, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, les Dodgers et les Yankees sont les favoris numéro 1 et numéro 2 de cette saison de MLB. Mais derrière, il y a des équipes qui poussent.
Et il y en a deux notamment que dont j'aimerais vous parler, que j'aimerais que vous suiviez si vous suivez le baseball et même si vous débutez dans le baseball, c'est les Padres, les San Diego Padres et les Chicago White Sox. Les Padres ont connu une saison 2020 formidable, ils se sont hissés en play-off, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, ils ont buté face aux futurs champions, mais cette intersaison ils se sont super renforcés, ils ont acquis Yu Darvish et Blake Snell sur le monticule, donc deux très 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 bons lanceurs, en plus de ceux qu'ils avaient déjà, parce qu'il faut pas déconner, ils avaient déjà une rotation plutôt intéressante, et là ils se sont vraiment renforcés. Et puis en joueur de champ, on a du Manny Machado et on a la superstar de la MLB, Fernando Tatis Jr., qui a 22 ans et explose complètement. On se souvient l'année dernière de son bat flip totalement ravageur en direction du banc de son équipe, avec un regard qui avait fait polémique à l'époque. Mais voilà, les Padres vont être un sacré poil à gratter pour les Dodgers cette saison. Et puis de l'autre côté, dans l'American League, ça va être les White Sox. Et pareil, les White Sox, c'est une rotation qui est très bonne, avec en tête de gondole, si je peux m'exprimer ainsi, un Lucas Giolito qui va être, j'espère, au niveau d'un titre du Cy Young, du meilleur lanceur. Et puis derrière, pareil, sur les joueurs de champ, c'est super, super complet. Et puis avec la révélation Tim Anderson, jeune joueur aussi, qui va sans doute exploser cette année. Le petit Vaughn aussi, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil pendant ce spring training, qui devrait être en position de frappeur désigné. Vaughn sans doute candidat aussi au titre de rookie de l'année. On le verra toute cette saison. Donc si les Yankees ont une équipe, on va dire une ou deux équipes qui risquent de les embêter un petit peu cette année pour aller chercher le titre de l'American League, il y a les White Sox, là je vais faire plaisir à Jordan, il y aura aussi les Blue Jays de Toronto, qui eux aussi vont être très compétitifs cette année dans l'American League. Donc la saison régulière commence jeudi, et vous le savez, c'est beIN Sport qui a les droits télé en France, si vous voulez regarder avec des commentaires français. Ça débute donc ce jeudi avec 2 matchs en direct sur beIN Sport, et ça commence dès 19h05 avec Jordan, les Blue Jays qui vont affronter les Yankees à 19h05, et puis à 22h10 vous retrouverez les champions en titre, les Dodgers, qui se déplacent chez les Rockies. Oui, Jordan. Non, go Blue Jays. Hein. Voilà, moi c'est décidé, c'est mon équipe. Je connais pas un joueur, mais bon. Ah si, il y a Vlad Junior. Ça fait un. Bah oui. Oui, en plus il a maigri et tout, franchement. Et je crois que Damien en plus aime bien les oiseaux, donc lui aussi il est parti du côté de Toronto. Oui, je suis un fan d'oiseaux, mais je serai pour les. C'est une révélation. Je serai pour les Dodgers cette saison. On supporte les gagnants, bravo. Bah ouais, voilà. Tu sais, les opportunités. On va appeler ça un Baseball X. Ouais, voilà. Baseball X. J'assume. Donc, en plus, beIN Sport va avoir une super couverture là pendant tout le mois d'avril. Je vous invite à aller voir sur le compte de MLB Extra sur Twitter. Il y a déjà tout le planning pour le mois d'avril, et plein de matchs en direct à 19h en plus. Donc, franchement, c'est génial. Et puis, si vous voulez vous faire une couverture beaucoup plus importante, vous avez l'application AtBat de la MLB, qui va proposer un match gratuit par jour. Alors potentiellement ça peut être un match à 19h, comme ça peut être un match un peu plus tard, mais sachez que voilà, le MLB League Pass est disponible aussi. Vous payez $129 je crois l'année, et vous avez accès à l'intégralité des matchs de la saison régulière et aussi de la post-season. Oui, Jordan. Non, en fait, j'avais juste une question, parce que Forbes a sorti son classement annuel, enfin, vous savez, des valeurs des franchises. Oui. Et donc, du coup, j'ai regardé en MLB, et comment on explique la chute de revenus, mais parce qu'elle est. Là, je regardais les Yankees, cette année, ils ont fait $108 millions au lieu de 6 à 700 millions d'habitude. Ouais. Mais en termes de pertes, oui, effectivement, on a écrit là-dessus cet après-midi. Ils ont publié les résultats financiers, Forbes, et toutes les équipes ont perdu de l'argent sur la saison 2020, et ça s'explique par l'absence de fans.
en tribune, où la billetterie, il n'y avait pas de rentrée au niveau de la billetterie. Mais c'est genre à ce point, parce que c'est énorme. Et Quoi. oui, Là, oui, 500 oui, millions ça quand même. représente, Chez les Yankees. ça représente beaucoup. Et puis du coup, tu avais moins d'achats sur place. Quand tu vas au Yankee Stadium, et moi je l'ai fait, tu vas acheter la petite balle, tu vas acheter, surtout quand tu es touriste, du coup, tu vas acheter la balle, tu vas acheter le maillot, donc ça combiné dans un stade qui en plus fait partie des plus gros stades en MLB, parce que tu vas avoir des capacités qui vont être différentes en termes de, c'est pareil pour dans les autres sports. Les capacités d'accueil vont être différentes, donc la billetterie peut compter un petit peu plus. L'équipe qui s'en sort le mieux, je crois, en termes de résultats nets, c'est les Pirates, qui perdent seulement 21 millions de dollars. Au global, les franchises de la MLB ont perdu un peu plus d'1 milliard de dollars la saison dernière. Ça a été compensé, effectivement, cette perte, elle a été plus ou moins compensée par les droits télé qui ont été assez importants et qui ont permis de renflouer quand même les caisses. Mais même les Dodgers, qui ont fait les plus grosses recettes, ont quand même perdu quasiment 100 millions de dollars l'année dernière. Donc grosse perte pour la MLB, et avec des audiences télé qui sont en berne et en chute libre. C'est vrai que c'est quand même différent. Et pas oublier une chose, il n'y a pas de salary cap en MLB. Donc des Dodgers qui ont lâché des millions et des millions pour des Mookie Betts, des Clayton Kershaw et compagnie, forcément ça impacte sur le résultat net. Et si vous ne connaissez rien au baseball et que vous avez les préjugés habituels, à savoir c'est long, j'y comprends rien, c'est lent, ça a pas l'air chouette, et puis franchement c'est que des c'est que des latinos qui sont en train de courir autour de bases blanches avec une toute petite balle. On vous propose une série d'articles toute cette semaine. Ça a commencé ce matin et ça se terminera pour l'Opening Day. On vous propose une série d'articles qui va vous donner toutes les clés pour suivre cette saison de baseball, avec le lexique, avec les équipes à suivre. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y a quand même pas mal de papiers qui vont sortir, mais n'hésitez pas à aller tous les matins et même le soir si vous voulez, sur le site thefreeagent.fr. Tous les papiers seront là, et puis nous, en tant que partenaire de la MLB, on va vous offrir une couverture sans précédent d'un sport US sur le site, avec des vidéos, avec des top 5 tous les matins, avec plein d'articles pour vous donner des explications sur ce qui s'est passé, les conférences de presse, puisqu'on a la chance de pouvoir aller poser nos questions aussi à certains coachs et à certains joueurs pendant les conférences de presse. Donc voilà, on va essayer de vous faire vivre cette saison de baseball 2021, qui en plus aura quelques fans quand même en tribune cette saison. Donc ça donne un petit peu d'espoir pour le reste. En attendant, transition toute trouvée, le retour de la NFL. It's a second down and 3. Jackson takes it himself. Look at him dart back and forth. Oh! He broke his ankles. Now he's got an entourage. And he's got a touchdown. Et puis on va attaquer un mois plutôt intéressant, Damien et Michael. On va attaquer le mois de la draft. On a sorti un premier papier aujourd'hui justement sur qu'est-ce que la draft. C'est déjà pas mal, et on s'est rendu compte, j'ai vu quelques commentaires en disant c'est vrai que je m'étais jamais penché sur le pourquoi du comment de cet événement qui marque un petit peu quand même le début de la nouvelle saison. Et ce week-end, ça s'est agité comme ça, sans crier gare. Ça a commencé à échanger des choix de draft entre 3 franchises, Miami, San Francisco et Philadelphie. Alors on se dirige visiblement pour la première fois de l'histoire, ça n'est jamais arrivé, d'avoir 4 quarterbacks draftés aux 4 premières places. C'est déjà arrivé qu'on ait 1, 2, 3, mais jamais 1, 2, 3, 4. Et les mouvements qu'il y a eu ce week-end, Michael et Damien, donc je ne sais pas lequel veut commencer, mais on se dirige quand même là-dessus. Est-ce que vous pouvez déjà faire un petit rappel rapide de ces échanges ? Ouais, écoute Charles, du coup on a eu
plusieurs mouvements qui se sont produits. Le premier, c'est les 49ers qui, en fait, cherchaient à remonter dans le classement de la draft et qui ont trouvé un accord avec les Dolphins. Donc, en fait, les 49ers ont récupéré le 3e choix de Miami et en contrepartie, ils ont donné leur 12e choix, plus d'autres tours, un 3e tour, plus deux autres premiers tours pour 2022 et 2023. Donc, les Dolphins ont récupéré comme ça 4 tours de draft. Et la surprise, en fait, c'est que dans la foulée, Miami a fait un échange avec Philadelphie, avec les Eagles, pour récupérer donc le 6e choix contre leur 12e choix, plus un des premiers tours qu'ils avaient récupéré auparavant, qu'ils ont donné aux Eagles. Donc, ça permet à Miami, en fait, d'avoir récupéré ainsi le 6e choix de la draft. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, on va se retrouver avec 4 équipes devant dans les 4 premiers choix qui devraient effectivement opter pour des QB, puisque les Jaguars devraient aller vers Trevor Lawrence. C'est ce qui a été confirmé aussi par Urban Meyer encore aujourd'hui. On a ensuite à la 2e place les Jets qui eux, donc on va voir, on ne sait pas encore qui va être choisi. Mais il y a quand même Justin Fields, il y a Zach Wilson et le 4e, j'oublie qui va être le 4e choix, si vous pouvez m'aider. C'est l'équipe équipe et joueurs, parce que du coup on parlait des 4 Falcons QB. et Trey Lance. Falcons. Ouais, c'est ça, pardon. C'est les Et Falcons, Trey Lance, c'est du coup, effectivement avec Trey Lance. Donc, ouais, ça va être animé, ça va être intéressant parce qu'en plus, les quarterbacks qui ont été choisis dans les premiers tours ces dernières années n'ont pas eu un grand succès en NFL. Donc, on verra ce que ça va donner. Il y a une grosse pression aussi pour eux. Et là, le joueur qui a fait quand même le gros coup ce week-end, ça a été Zach Wilson qui est remonté là, suite à son Pro Day. Il a vraiment fait une très bonne impression avec des lancers vraiment de qualité. Donc, a priori, il est remonté aussi dans le choix des recruteurs pour la draft. Michael, tu voulais... pardon, n'importe quoi, Damien. Damien, tu voulais ajouter. Ouais. Je suis moyennement convaincu par une sélection d'un quarterback en 4e position par les Falcons. Je sais qu'ils ont laissé un peu tout entendre autour de Matt Ryan. À un moment, c'est bon, à un moment, il faut changer. Sincèrement, en 4, on peut faire beaucoup mieux que Trey Lance. Il va y avoir quand même peut-être l'offensive tackle générationnel Penei Sewell qui sera encore disponible. Si on part dans l'optique que donc 1, 2, 3, c'est Jaguars, Trevor Lawrence, 2 Jets. Il y a une grosse tendance qui se profile vers Zach Wilson, et de tout ce que j'entends un petit peu de tous les journalistes américains et ceux qui ont des relations au sein des franchises, Zach Wilson se présente vraiment comme le 2e choix, le consensus en 2e position. Justin Fields fait bizarrement, je trouve ça incroyable, mais fait bizarrement pas tant l'unanimité que ça. Maintenant, bon, il faut penser aussi qu'il y a le Pro Day de Zach Wilson. Voilà, il est passé. Le Pro Day d'Ohio State est mercredi, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, il y a aussi un effet d'immédiateté qui rend les choses. Évidemment, Zach Wilson, il a fait des lancers exceptionnels et il est très bon pour ça. Maintenant, Justin Fields aussi, il peut les faire, ces lancers-là. Donc, il va courir le dash de 40 yards en un temps record, un temps de running back, même pas, et peut-être de slot corner. Et donc tout le monde dit, oh là, mon Dieu, Justin Fields, qu'est-ce qu'il est rapide, hein, c'est incroyable, c'est le quarterback le plus rapide de la classe de draft. Donc voilà, je pense il faut vraiment se méfier de ça, même si je maintiens, il y a un gros consensus autour de Zach Wilson. Mais voilà, je pense que les Falcons peuvent faire beaucoup mieux que Trey Lance en 4e position, et doivent faire beaucoup mieux parce qu'on aura l'offensive tackle générationnel et le tight end générationnel, le monstre, vraiment, pareil, le consensus en tight end numéro 1, Kyle Pitts de Florida, là, qui peut être pris et qui, je pense, fait totalement sens pour les Falcons. Oui, en plus, là, les Jets ont confirmé que ça ne les gênait pas de prendre un quarterback en numéro 2, puisqu'ils ont le choix de numéro 2, et de conserver Sam Darnold. Donc, oui, il
il y a le consensus autour de Zach Wilson, mais comme tu le dis, il y a l'effet d'immédiateté. Jordan, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur les Falcons? Non, moi je suis assez d'accord avec Damien. Je vois pas, je pense que si les Falcons veulent effectivement sélectionner un Trey Lance, ils ont en ce cas-là presque plus intérêt à trade down et donc à du coup récupérer plus de choix. D'autant plus que en termes de salary cap, côté Atlanta, c'est pas la folie. Donc ils vont avoir besoin de pas mal de rookies qui, pour combler un peu les trous de l'effectif. Et donc pouvoir payer tout le monde et surtout, moi pour revenir un peu sur cette espèce de duel Justin Fields, Zach Wilson, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu un peu l'impression aussi que beaucoup de gens en fait voulaient c'était notamment vrai surtout chez les journalistes d'Atlanta en fait, qui un peu insistait pour mettre Zach Wilson aux Jets parce qu'il voulait Justin Fields aux Falcons, parce qu'il vient de l'État de Géorgie, parce qu'au départ il avait commit à Georgia, etc. Et qu'en fait c'était un petit peu la belle histoire de et qu'il est fan aussi des Falcons d'ailleurs. Et c'était en fait un peu la belle histoire du jeune garçon qui arrive à devenir quarterback numéro 1 dans son équipe de cœur et tout ça. Mais ça, c'est, je dirais, un storytelling qui fait très bien à raconter sur The Athletic et ailleurs. Est-ce que quand t'es GM, t'en as quelque chose à faire? Je sais pas. Et moi, je serais pas si catégorique sur le fait que Zach Wilson aille aux Jets. Peut-être que, en effet, on verra le Pro Day d'Ohio State, pardon. Mais en tout cas, je serais pas vraiment surpris qu'à un moment donné, on ait un Justin Fields qui parte du côté de New York. Et du coup, peut-être en effet un Zach Wilson du côté de San Francisco. Voilà. Après, en effet, on parle aussi beaucoup de Kyle Pitts en 4 chez les Falcons. Ça, c'est pareil. Moi, en fait, je vois vraiment les Falcons trade down parce que je pense que pour beaucoup d'équipes, pour récupérer Penny Sewell, c'est intéressant. Et que du coup, tu sais que les Bengals le prendront si t'es pas avant eux. Et autant certaines équipes se disaient que potentiellement, peut-être que Miami serait intéressé par récupérer un Penny Sewell en rang 3. Là, effectivement, vu que les Niners ont trade up, c'est pour prendre un quarterback. Donc du coup, si tu veux Sewell, le quatrième choix est assez intéressant et je pense qu'il y a quelques équipes qui effectivement pourraient vouloir d'un des meilleurs offensive tackle, des prospects en tout cas offensive tackle qu'on n'ait jamais vu. Donc moi je suis plutôt de l'avis de Damien qu'en fait on n'aura pas un QB en 1, 2, 3, 4. Ouais, du coup, moi je trouve aussi que la bonne affaire quand même de ces échanges, c'est quand même Miami qui, avec tout ce qui s'est passé, va quand même se retrouver avec 5 choix de premier tour de draft pour les 3 prochaines années, donc 2021, 22 et 23, plus les seconds tours qu'ils ont récupérés aussi. Donc je trouve que c'est une très très bonne opération de la part de Miami. Tout ça évidemment sous réserve que Tagovailoa soit au niveau, parce que c'est encore une grosse question et on sait que là l'équipe va lui faire confiance et va construire autour de lui. Alors ils ont les choix pour le faire, mais ça va être vraiment un gros défi pour la direction et le coaching de Miami de trouver les bons joueurs pour venir soutenir Tagovailoa sur les prochaines années. Parce que potentiellement, si lui est au niveau et que les bons choix sont faits à la draft et sur le marché de la free agency, ça peut être une équipe qui demain lutte pour le Super Bowl. Donc on verra si c'est beaucoup de si évidemment, mais en tout cas pour le moment, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Ça fait un petit peu penser aux under dans une moindre mesure évidemment, aux under en NBA qui se retrouvent aussi avec je crois que c'est 17 premiers choix pour les prochaines drafts jusqu'à 2026, donc c'est un truc un peu fou. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut aussi être un très gros flop pour eux. Donc ça va être intéressant. Et de l'autre côté aussi, ce sera intéressant de voir les Niners ce qu'ils vont faire comme choix de quarterback en fonction de ce qui est décidé aussi par les Jets. Mais je trouve que c'est encore une situation qui avantage les Patriots parce qu'on parlait depuis un certain temps de Garoppolo qui pouvait partir. Et c'est une situation qui, une nouvelle fois, va peut-être tourner en faveur de Belichick et des Patriots qui pourraient récupérer
éventuellement Garoppolo. Eux qui n'ont pas de quarterback, ça pourrait être un bon compromis pour eux cet été. Ouais, c'est clair. Pas mal d'options sur la table pour les Patriots. Et ce troisième choix, il est vraiment très très ouvert. Parce que on parle parfois de Mac Jones aussi à cette troisième position. Et c'est possible. C'est assez ouvert. C'est pas non plus un quarterback, je trouve, qui justifie une fin de premier tour, voire parfois, comme on le voit, non, on le voit pas plus bas. Une fin de premier tour. Je pense que c'est un quarterback qui pourrait très bien être drafté dans le top 5 sans aucun problème, au vu de ce qu'il a fait à Alabama. Il a montré qu'il pouvait s'inscrire dans ce système qui marchait bien. C'est pas juste un quarterback de système, hein. Je pense que ça va beaucoup plus loin que là pour lui. Voilà, donc ça va être très très intéressant, même si je pense que Justin Fields tombe parfaitement dans le type d'attaque que Kyle Shanahan veut développer. C'est un joueur qui est vraiment très efficace en play action. C'est un joueur, évidemment, quand tu veux mettre en place une attaque basée sur la course, quand tu as ce quarterback-là qui peut à tout moment prendre la balle et aller courir aussi vite, sinon plus vite que ton running back, bah forcément, ouais, ça aide et ça fait que l'attaque peut très très bien marcher. Je trouve que, tu vois, l'échange de pick est très intelligent de la part de Miami, mais plus que le troisième, je trouve que c'est le retour direct vers le sixième choix qui dit assez long sur comment cette équipe se voit au moyen long terme, parce que voilà, ils vont aller chercher certainement un receveur en sixième position, et qui sait, peut-être Penny Sewell, je suis sûr à 100% qu'il ne sera pas disponible à ce niveau-là. Je suis d'accord avec Jordan, il y aura beaucoup d'équipes qui seront intéressées à trade-up, dont les Chargers, et je pense qu'ils devraient le faire, en particulier pour Penny Sewell. Mais voilà, je pense qu'il y a des énormes receveurs qui vont être disponibles en sixième position, que ce soit Ja'Marr Chase ou Devonta Smith ou encore Jaylen Waddle. Et donc, je vous parlais de l'immédiateté. C'est assez drôle à quel point le temps a fait mal à Devonta Smith, qui était vraiment, après le National Championship, qui était vraiment le choix numéro 1, aucun doute, World Receiver number 1. Et au final, le temps passe et sa cote s'effrite un tout petit peu, et au profit notamment de Jaylen Waddle ou encore de Ja'Marr Chase, qui n'a pas joué la saison dernière. Donc, encore une fois, on a tendance parfois à oublier à quel point il était dominant dans cette attaque de LSU. Donc, c'est vraiment intéressant là pour Miami. Ils se retrouvent avec plein de possibilités de faire exploser leur attaque, plus le choix de troisième tour qui va leur certainement permettre de sélectionner un running back. Il y en a de très bons qui seront disponibles. Donc, voilà, c'est hyper ouvert pour eux. Jordan, tu voulais enchaîner ? Non, pas spécialement. Non, je suis assez d'accord avec Damien, globalement. Je trouve que, en effet, cette draft, elle est... Enfin, en tout cas, elle va en dire long sur beaucoup d'équipes et sur leurs intentions. Et puis, ouais, je vois bien, en effet, un trade-up aussi. D'autant plus qu'un trade-up Falcons-Chargers, c'est pas idiot, parce que les équipes sont dans deux conférences différentes et qu'en général... Dans les autres équipes qui pourraient aussi être intéressées, t'as les Panthers, mais je vois mal les Falcons aller trade avec les Panthers pour les aider à se reconstruire, sachant que c'est la même, la même division. Oui, c'est peu probable. Voilà. Donc non, c'est vrai que c'est pas. En effet, les Chargers peuvent être une bonne destination pour Sewell. Et en fait, c'était un truc qui était assez impressionnant, parce que quand le trade a eu lieu entre les Niners et les Dolphins, en fait, tout le monde pensait que le choix 4 allait perdre de la valeur, mais moi, au contraire, en fait, je trouve qu'il en a gagné. Parce que le fait de savoir que les 3 premiers vont sélectionner un QB, en fait, si tu veux autre chose, t'es quasiment obligé de trade up. Et c'est assez intéressant, en fait, ce que ça donne comme conclusion, quoi. Damien ? Ouais, je suis absolument d'accord avec Jordan. En fait, j'avais vu un tweet d'un journaliste américain qui disait la draft commence en 3e position. Ben non, en fait, la draft, je pense que là, comme tu dis, elle commence en 4e position avec le pick des Falcons qui vaut très cher. Et bon, je trouve que les gros perdants de cet échange de picks, c'est les Panthers, hein, parce que ils ont besoin d'un quarterback, et s'ils ne bougent pas de leur 8e choix, il ne va pas rester grand-chose disponible, en tout cas du niveau qui pourrait être choisi avant. Donc c'est un gros risque, et je pense que c'est une équipe qui va certainement trade up aussi, ou du moins essayer, c'est pas sûr qu'ils réussissent.
Et le fait qu'il l'ait pas fait encore, je trouve, et que San Francisco l'ait fait, bon, bah, c'est un gros coup pour eux par rapport à tout ça. Non, ça va être intéressant ce mois d'avril parce qu'à mon avis, effectivement, il va y avoir encore pas mal de mouvements et on vous fera suivre, bien entendu, tout ça au fil de l'eau. Tout le mois d'avril jusque dans un mois tout pile, le 29 avril, avec le grand rendez-vous de la draft à Cleveland. On a ri Mickaël. Oui, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, je voulais juste avoir une petite pensée quand même pour les femmes, pardon, je la Aussi, refais, on peut. Non, parce que non, pour les fans des Texans en fait, parce que c'est quand même un peu grâce à Bill O'Brien et à ce fameux trade où il a fait venir Laremy Tunsil à Houston, où il a filé en fait tous les picks de draft à Miami. C'est un peu aussi grâce à lui qu'on en est là, et du coup c'est un peu le coup de grâce à retardement encore pour les Texans et tous leurs fans. Ouais. Et on pense à ce cher Deshaun Watson qui est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires. Donc le feuilleton est pas tout à fait terminé pour les Texans et Deshaun Watson. Messieurs, l'épisode numéro 12 touche à sa fin. Merci encore d'avoir été là ce soir pour tous vos éclaircissements. C'était encore une fois super. Je prends plaisir à l'enregistrer, à vous écouter. Je bois vos paroles, c'est pour ça que je parle très peu. Merci à vous, auditeurs, de nous faire confiance chaque semaine et d'écouter aussi nombreux nos différents épisodes. On se retrouve très très vite, évidemment, à la fois sur le site et à travers de notre podcast. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Salut!